Ancien secrétaire général de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, la FESI, le principal syndicat estudiantin en Côte d'Ivoire, notre invité vient de lancer un mouvement dénommé l'Alliance de l'Ivoirien Nouveau, ADN, qu'il dirige. Est-ce la naissance d'un nouveau parti politique? Non, à l'en croire, il s'agit plutôt d'un mouvement citoyen, du moins pour l'instant. Quoiqu'à la tête de ce mouvement, l'ex-syndicaliste a dans son viseur les prochaines élections locales, précisément le conseil régional du Haut-Sassandra, dans le sud-ouest du pays. Avec ce mouvement, l'ingénieur consultant en génie électrique rompt aussi clairement son appartenance à l'Union de Nouvelles Générations, UNG. Pourquoi? Il nous le dira, on l'espère, sans réserve. Ses déboires avec la justice canadienne, qui l'accusait notamment de terrorisme. Son retour au pays, quelle analyse fait-il de l'actualité politique nationale? À la barre ce soir, pour un entretien sans réserve, Serge Kofi, ex-secrétaire général de la FESI. Serge Kofi, bonsoir. Bonsoir, M. Diarra-Souba. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Avant d'ouvrir cet entretien à vous et à nos téléspectateurs, je propose ce portrait. Titulaire d'un baccalauréat scientifique, obtenu au lycée Ouezin Koulibaly de Bouaké, dans la métropole du centre du pays, en 1997, il accède à l'université d'Abidjan-Cocody, actuelle université Félix Houphouët-Boigny, où il obtient un DUES, diplôme universitaire d'études scientifiques, à la faculté des sciences et techniques, et ensuite une licence en sciences de gestion à la faculté des sciences économiques et de gestion. Parti en exil au Canada le 12 avril 2011, il poursuit ses études d'abord à la Cité collégiale d'Ottawa, sanctionné par un diplôme d'études collégiales avec distinction, et ensuite, il passe son test d'entrée à l'École polytechnique de Montréal pour sa formation d'ingénieur en électricité. Il obtient en 2021 son diplôme d'ingénieur en génie électrique à l'université, où il termine major de sa promotion. Inscrit à l'Ordre des ingénieurs du Québec, aujourd'hui, il exerce en Côte d'Ivoire comme ingénieur consultant en génie électrique. Au plan syndical et politique, Serge Kofi, aussi appelé Sroukou Trémé Trémin, STT, secrétaire général de la FESI, Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, de mai 2005 à décembre 2007. Après la crise militaro-politique de 2002, il crée la CONARECI, Coalition nationale des résistants de Côte d'Ivoire, et le CRAC, Conseil révolutionnaire d'action concrète, des instruments politiques pour soutenir le régime d'alors. Conseiller spécial du président de l'UNG, de Stéphane Kipré de 2008 à 2016, il est aujourd'hui le président de l'ADN, Alliance de l'Ivoirien Nouveau. Avec ce nouvel instrument, présenté il y a quelques jours, il compte apporter sa pierre au développement de la nation, à la promotion des valeurs telles que le pardon, la cohésion, la discipline et l'excellence. Sa vision, ses rapports avec ses ex-camarades de la FESI, sa volonté politique seront des sujets entre autres qui seront abordés sans réserve dans cette interview cash hebdomadaire menée par Ali Diarra-Souba. Serge Kofi, vous rentrez en Côte d'Ivoire il y a quelques années d'un exil au Canada. Beaucoup de choses ont été dites sur vous au sujet de cet exil, notamment des déboires avec la justice. Ce soir, vous êtes face à nous, sans réserve, dites-nous, que s'est-il passé au Canada? Au Canada, effectivement, j'ai eu beaucoup de démêlés avec la justice, beaucoup de difficultés avec la justice canadienne. Et tout est parti d'une dénonciation qui a été faite contre moi auprès des autorités canadiennes, me présentant comme appartenant à une organisation terroriste en Côte d'Ivoire. Je rappelle qu'au Canada, j'avais le statut de réfugié politique. Et à l'issue donc, de cette dénonciation, j'étais étudiant à l'École polytechnique de Montréal. J'avais fini la 2e année préparatoire et j'abordais la 3e année. Et voici comment, un matin, on me sort de l'amphithéâtre, les agents de l'immigration, parce que je suis quelqu'un de dangereux, entre griffes, pour la population canadienne. Alors commence, à partir de cet instant, un cycle infernal de procès, et j'ai dû même suspendre le cours pour 6 mois pour faire face à tout ce balai devant la justice. Est-ce que vous avez fini par découvrir qui vous a dénoncé? Mais bien sûr, et c'est là que tout le monde va tomber des nues. Pourquoi? Je me rends compte que, et je l'ai dit déjà, j'ai dit que quand je fuyais pour aller en exil, ce que je fuyais en réalité n'était pas ce qui me poursuivait. C'est en exil que je l'ai découvert. Alors que tous nos regards étaient tournés vers les autorités d'Abidjan,
qui, pour moi, voulait me faire broyer du noir. J'ai réussi à m'échapper et il faut encore le couler. Je vais découvrir lors des procès qu'en réalité, ce sont mes propres alliés qui ont fait une dénonciation et qui m'ont impliqué dans une affaire de terrorisme au Canada. Vous savez ce que c'est que terrorisme? Ça veut dire que tu ressembles un peu à Ben Laden. Voyez-vous comment c'est grave en Amérique du Nord? C'est devant cette réalité que je me suis retrouvé. Alors, en fouillant de plus loin, je vais découvrir qu'en même temps, on m'appelle aussi à un autre procès au civil qui concerne une plainte pour diffamation. Vous voyez comment les choses sont entremêlées et je suis devant deux juridictions. Tantôt devant la Cour de première instance de Montréal, tantôt devant le tribunal de l'immigration pour appartenance à l'organisation terroriste. Je vais voir les documentations liées à toutes ces accusations et je vais découvrir une lettre de témoignage du président Laurent Gbagbo contre moi dans le dossier à charge. Selon vous, là, avec du recul, quand vous analysez ces faits, comment vous en êtes arrivé là? Mais ça, je n'en sais absolument rien. Mais je vais découvrir qu'il y a des plaintes qui ont été introduites contre moi, formulées par le gendre du président Gbagbo. En l'occurrence? C'est le gendre du président Gbagbo. Ici, nous sommes à sans réserve. Il Oui. faut dire les choses comme elles sont. Il faut appeler les choses et les hommes par leur nom. Oui. Vous faites allusion à Stéphane Kipré, Oui. dont la surprise générale. Vous êtes proche. Ben, Comment ça se fait que quelqu'un dont vous êtes proche puisse se retourner contre vous, porter plainte contre vous? C'est quand même cocasse. On n'arrive pas à le comprendre. Voilà, c'est absurde. C'est que quelque chose a bien pu se passer. Oui, naturellement, il y a eu des problèmes politiques qui nous ont opposés. Il y a eu aussi des problèmes privés qui nous ont opposés. Alors, les problèmes politiques, j'avais pris du recul vis-à-vis de ce qu'on avait appelé l'Union des nouvelles générations, dont j'étais son conseiller spécial. Pas membre du parti, mais son conseiller spécial, dans son cabinet, son conseiller spécial, pour l'aider dans certaines orientations idéologiques même du parti que nous avions mis sur pied. Alors, je crois bien que ces reculs-là n'étaient pas de nature à lui plaire. Ensuite, il y a eu aussi des problèmes. J'ai pris ce recul parce que je voyais que ce président de ce parti, Union de la nouvelle génération, ne croyait même pas à son projet. Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites qu'il ne croyait même pas à son projet parce dire que l'UNG que nous avons voulu créer pour insuffler une nouvelle dynamique politique était en réalité mis sous appendice de notre parti politique. On ne faisait rien, sinon lui ne voulait rien faire. C'était un peu un combat flou. Et je l'ai vite compris. Et j'ai trouvé que si on doit militer pour un parti plus grand, on y va pour le parti plus grand. Mais on ne met pas en place un petit parti et puis travailler sous instruction de notre parti. J'ai pris du recul à ce niveau-là. C'est pour cela que je dis que le promoteur de l'Union des nouvelles générations ne croyait même pas à son combat. La preuve m'a donné raison avec le temps. Quand il a été question d'aller dissoudre ce parti et l'attacher à un autre parti, mais on a vu tout le ballet qui s'est déroulé à Yamoussoukro, à l'hôtel président. J'ai déjà vu des gens injecter beaucoup de sommes pour contracter un mariage. Parce que ça a raison. Mais injecter autant de fonds pour aller dissoudre un parti, sinon créer un divorce, ça, je n'en ai jamais vu. Et le temps m'a donné raison. Et les affaires privées sont les affaires privées et je ne souhaite pas vraiment associer... Ce que vous dites aujourd'hui, c'est que le divorce est consommé avec Stéphane Kipré, avec Laurent Gbagbo aussi. Mais avec Stéphane Kipré, c'est clair que le divorce est consommé. J'ai dit que les problèmes sont de deux ordres. L'ordre politique. Je viens de dire que l'homme ne croyait même pas à l'instrument politique qu'il lançait. D'ordre privé, je ne vais pas rentrer dans certains détails, mais ce que je veux retenir et ce que je veux que les Ivoiriens retiennent, j'étais secrétaire général de la FECI et en tant que tel, j'ai dirigé quand même des centaines de responsables qui étaient sous ma coupole. Ce qui intéresse les Ivoiriens, c'est qu'est-ce qu'on apporte à la Côte d'Ivoire qui est en reconstruction. C'est pour cela que nous avons mis en place l'ADN pour faire table rase sur ces trespassés. Alors, l'ADN, vous l'avez dit, vous entendez mettre sur pied un mouvement citoyen, mais en même temps, dans la foulée, vous êtes candidat à une prochaine élection locale. Oui. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que le message est un peu brouillé? Vous brouillez un peu les pistes, vous dites non, ce n'est pas un parti politique, pour l'instant, du moins, mais en même temps, vous êtes candidat. Pourquoi vous ne voulez pas déclarer que l'ADN est un parti politique qui sera votre instrument pour aller à la conquête de postes électifs? L'ADN, c'est un mouvement citoyen.
je l'ai dit, qui se réserve le droit de se prononcer sur toutes les questions politiques d'intérêt national, qui ont un lien direct ou indirect avec les intérêts de la Côte d'Ivoire. Les organisations, les partis politiques ont la vocation de se prononcer exactement sur les mêmes prérogatives que vous définissez pour l'ADN. Pourquoi vous n'avez pas créé un parti politique qui Non, parce que nous voulons être mouvement citoyen pour être à équidistance de tous les partis politiques. Parce que la cible que nous visons, c'est une cible qui est militante souvent dans les partis traditionnels qui existent. Nous visons des militants du PPACI, nous visons les militants du PDCI, nous visons les militants du RHDP, nous visons tous les militants, tous les Ivoiriens qui pensent que la Côte d'Ivoire on peut faire la politique sainement, on peut faire la politique autrement, en mettant en priorité l'intérêt de la Côte d'Ivoire. C'est pour cela que nous avons mis en place l'ADN. Vous comprenez qu'on avait la liberté de dire que c'est un parti politique, mais nous disons que c'est un mouvement citoyen. Qui va progressivement aller vers un mouvement politique, un parti politique, peut-être? Mais là, on ne peut pas en dire plus, mais pour l'instant, c'est un mouvement citoyen. Permettez qu'on s'arrête à ça, que c'est un mouvement citoyen qui met en priorité la Côte d'Ivoire et les intérêts de ce pays. D'accord. Oui. Une question plutôt personnelle. Oui. Comment vous vous définissez, vous, sur la scène politique? Vous étiez à l'UNG, vous vous définissez comme un homme de gauche, un libéral, ou un centriste, tout simplement? Mais fondamentalement, par ma formation idéologique, je suis homme de gauche. Mais aujourd'hui, la gauche moderne a tellement évolué que dans cette gauche, on retrouve quand même le libéralisme avec l'entrepreneuriat, tous ces autres. Donc, les questions idéologiques pures et dures sont de part et d'autre, qu'on soit du centre, de l'extrême droite ou même de la gauche dure, sont toutes modérées. Ces positions sont aujourd'hui modérées. Mais fondamentalement, par idéologie, je suis de la gauche. Quel regard, vous, homme de gauche, jetiez sur l'émiettement observé par beaucoup d'observateurs de la gauche ivoirienne aujourd'hui? La gauche qui, à une certaine époque, était soudée autour de l'ex-président Laurent Gbagbo, aujourd'hui se trouve être émiettée avec plusieurs camps, comme on peut l'observer sur la scène politique. Quel regard jetez-vous sur cet émiettement de la gauche ivoirienne? Ben, moi, à l'instar de moi-même, je pense que cet émiettement est lié à la différence de conception même de la chose politique. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire sort d'une guerre longue de 10 ans environ. Et le pays, il est en reconstruction. Alors, l'approche peut être différente d'un acteur de la gauche à un autre. Et je pense que ce sont quelques petits réglages qui, souvent, quand sont mal faits, mais d'autres sont obligés de se retirer pour redéfinir leur vision de la gauche. Et c'est le cas pour moi, par exemple. Et pour vous, ce qui vous unit est plus fort que ce qui vous divise. Vous allez finir par vous retrouver au sein de la gauche? Oh, on ne dit jamais, jamais en politique. Et si des choses, si des intérêts communs, surtout concernant la Côte d'Ivoire, doivent nous unir, mais ça sera à saluer. On voit la gauche et le centre aujourd'hui en union, en parlant du RHDP et du FPI. On voit la gauche et la droite en union, en parlant du PPACI et du PDCI. Rien n'est à exclure, pourvu que les intérêts qui nous unissent convergent. Rien n'est à exclure. À un moment donné, et nous avons travaillé en tant que membre de la gauche, quand j'ai dirigé la FECI, avec le FPI qui était aussi de la gauche, et surtout quand la guerre a éclaté, nous étions sur un intervalle. Mais cela n'empêchait pas par moment d'interpeller les alliés de la gauche sur certaines pratiques que nous ne comprenons pas. Je prends par exemple quand j'étais secrétaire général de la FECI, et que la libéralisation de la tenue scolaire causait problème, alors que c'était un pas important du régime en place. Mais nous nous sommes attaqués à cette libéralisation pour dire qu'il faut retourner à la tenue scolaire, parce que la libéralisation créait plus de désordre dans les écoles que la libéralisation. Nous avons gagné ce combat. Il faut dire que dans la gauche, même quand on est allié, on se donne la liberté de critiquer. Serge Kofi, ça tombe bien que vous reveniez sur un passage de votre parcours, de votre vie. Vous, à la tête de la FECI, la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, le principal syndicat estudiantin de Côte d'Ivoire. C'est un syndicat à qui on fait un grand procès depuis de longues années. On estime qu'il a été pour beaucoup dans les différentes crises qui ont secoué la Côte d'Ivoire. On le traite de mouvement très violent. On a même entendu parler souvent de meurtre de certaines personnes qui s'opposaient frontalement à cette organisation. Il y a la fameuse histoire d'Habib Dodo qui revient au devant de la scène à chaque fois qu'on parle de la FECI. Vous qui avez dirigé ce mouvement, étant
secrétaire général de la FESI par le passé. Est-ce que vous acceptez ces critiques qui sont faites à la FESI? Ces critiques, elles sont lourdes, elles sont assez lourdes et puis elles nous entachent énormément. Et c'est pour cela qu'à chaque fois qu'il est nécessaire et utile de poser une action qui va dans le sens de laver cette image souillée de la FESI, et toute action dans ce sens est à saluer. Et c'est pour cela que j'ai toujours salué la jeune direction actuelle mise en place avec à sa tête le secrétaire général actuel, Alain Sinclair, Dimakelele, pour ces actions qu'il entreprend dans le sens de laver cette image assez salissante de ce mouvement-là. C'est vrai. Alors, les derniers événements en date ne favorisent pas justement le blanchissement de cette posture, parce qu'il y a eu encore des violences dernièrement entre la FESI et une autre organisation estudiantine, l'AUMC, où des membres de la deuxième cité ont été pris à partie par des membres de la FESI. C'est clair que le SG est monté au créneau après pour dénoncer ces violences, mais toujours est-il qu'il y a des violences sur le campus et la FESI est toujours pointée du doigt. Mais quand ces violences arrivent et que le premier responsable lui-même monte au créneau pour dénoncer et prendre des mesures coercitives. Ce n'est pas la première fois qu'ils prennent des mesures coercitives. On a l'impression que les SG de la FESI n'ont pas le pouvoir de maîtriser les autres sections, les autres dirigeants des sous-sections qui composent la FESI. Oui, on ne peut pas excuser toutes ces dérives. Elles sont permanemment à corriger. Et c'est ce que le premier responsable, nous, quand on a été premier responsable... Certains observateurs vont jusqu'à dire que la FESI est une nébuleuse au service de la gauche ivoirienne. Quel commentaire faites-vous? Oh, mais on dit non. Pourquoi? Mais parce que nous ne sommes pas une nébuleuse au service de la gauche. La preuve en est que tous les anciens secrétaires généraux de la FESI, quand ils ont fini, ils sont combien à être à la gauche ou bien avec le pouvoir, l'opposition de la gauche? Chacun a une structure en place ou bien dans d'autres formations même de la droite. Pour parler de Aïpo Marcel, le premier secrétaire général de la FESI, pour parler de Blaise Jean Guiraou, le troisième secrétaire général de la FESI, personne n'est à gauche. Alors, ça ne veut pas dire qu'on épouse forcément certaines dérives, mais... À l'époque où ils exerçaient à la tête de la FESI, j'entends. On était tous à gauche, mais écoutez, c'est une idéologie. Ça veut dire quoi? C'est une vision pour l'avènement d'une démocratie nouvelle au niveau de l'école. Alors, tout combat qui va dans le sens de donner la liberté d'expression, pour donner la liberté de penser, c'est ce que nous revendiquons pour notre pays. Et aujourd'hui, avec l'avènement du multipartisme où tout le monde parle, même si souvent les choses ne sont pas bien dites parfois, ben, au moins il y a la liberté d'expression. Et c'est ce qu'il faut saluer. Donc pour vous, la FESI n'est pas coupable ou comptable de tous les crimes dont on l'accuse? En tout cas, tous les crimes qui passent à la connaissance de la FESI et dont la FESI est impliquée, on a toujours mis les auteurs de ces crimes-là devant leurs responsabilités, devant les autorités compétentes. Et c'est ce que j'ai fait quand j'étais SG de la FESI. Figurez-vous que j'ai fait arrêter toute une section, la section du campus 1, et le 8e arrondissement, le commissariat du 8e arrondissement a ramassé tous ces étudiants. Ils ont fait même 4 ans de prison. En tout cas, il y a un procès qui a été fait. La FESI ne peut pas se rendre complice ou bien coupable de tous ces petits... Non. Mais quand il y a dans un État... il y a une bavure policière. Est-ce qu'on va dire que c'est le régime qui occasionne les bavures policières? Non. Il y a des sanctions qui sont prises. Et c'est ce que justement la FESI fait et c'est ce que nous faisons. Parlant de la FESI, il y a 2 grandes figures en tout cas de ce mouvement estudiantin qui très vite ont viré dans la politique. Je parlais de Guillaume Soro, de Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé qui est rentré en Côte d'Ivoire il y a seulement quelques mois, qui semble être en rupture de banc avec son ex-mentor, le président Laurent Gbagbo, comme vous finalement. Quels sont vos rapports avec Charles Blé Goudé aujourd'hui? Nos rapports sont très bons, comme d'ailleurs avec tous les autres anciens secrétaires généraux de la FESI. Nous avons de très bons rapports. Des rapports d'anciens secrétaires généraux, des rapports d'anciens camarades en milieu universitaire, des rapports d'aînés acadés. Nos rapports sont assez nets et sont au beau fixe. Il est rentré au pays, il a commencé à emboucher la trompette de l'apaisement. Ça lui a valu beaucoup d'observations, de récriminations de la part de ses anciens alliés. Vous, quel regard jetez-vous sur le nouvel homme qu'est devenu Charles Blé Goudé comme il se présente aujourd'hui? L'environnement politique aujourd'hui du pays le lui impose. Nous sommes dans un pays dans un environnement nouveau. L'environnement des troubles, de la guerre est terminé. Nous sommes dans un pays qui est en train de se rebâtir, un pays qui sort de guerre. Et le discours qui va avec, dans de telles circonstances, doit s'adapter à la reconstruction du pays. Blé Goudé fait un travail formidable.
il ne peut tenir un discours autre que celui-là. Celui de la paix, celui du pardon, celui de la cohésion sociale, celui d'inviter les Ivoiriens à se retrousser les manches pour se remettre au travail, pour reconstruire ce pays qu'ensemble nous avons tous détruit. Voici le discours qu'il tient, et c'est un discours assez cohérent que je trouve très juste et adapté à l'époque actuelle. Ce qui veut dire que vous, oui. vous ne partagez pas l'avis de ceux qui estiment que Charles Blé Goudé a trahi la lutte de la gauche. Mais voyez... vous l'entendez oui, on l'entend très bien, même concernant, nous l'entendions. Mais ceux qui parlent, ils étaient où? Quand il était question de défendre les intérêts de la Côte d'Ivoire, de défendre le pays qui était en guerre, ils étaient où? Quand il était question de faire la promotion de la paix, pour se battre pour la paix, ils étaient où? Vous voyez, celui qui n'a jamais vu la guerre, qui n'a jamais fait de guerre, son langage est un peu différent de celui qui a vu la guerre et ses conséquences. Comme nous, on a vu la guerre est passée tout près de nous, la guerre est venue vers nous, on a subi certaines conséquences. Notre discours est tout à fait normal que notre discours ne soit pas le même que ceux qui disent qu'un 6 va devenir éventuellement un 9. Et c'est justement pour faire face à ce genre de discours que l'ADN arrive pour dire aux Ivoiriens que pour que 6 devienne 9, en mathématiques, ça peut être possible. Il suffit de renverser la feuille, le 6 qui est en haut va devenir 9 en bas. Mais dans un pays et dans le jeu politique, comment 6 peut devenir 9? Il faut renverser donc le pays. Et quand on renverse le pays, qui se tiendra sur les pieds? Tout le monde sera sur la tête. Ce pays ne doit pas être renversé. Et il faut le prévenir à travers l'Alliance des Nouvelles, de l'Ivoirien nouveau, pour dire que l'Ivoirien ne doit plus penser comme ça. L'Ivoirien doit penser reconstruction de son pays. Voici ce qui fonde d'ailleurs toute notre détermination à faire fi même de ces petites critiques du genre ils ont trahi Gbagbo, ils sont allés au restaurant pour manger. On entend tout ça. On entend tout ça. Mais ce n'est pas des critiques qui sont de nature à nous freiner dans notre élan, parce que la Côte d'Ivoire a besoin d'un langage nouveau. Quel regard vous jetez sur cet autre secrétaire général, ex-secrétaire général de la FECI, Guillaume Soro, oui, en rupture de banc avec son allié du RHDP. Aujourd'hui, une trajectoire, quoique éprouvante, avec des déboires avec la justice. Réaction, analyse? D'abord, Guillaume Soro, de la même manière que j'ai refusé d'impliquer certains de nos aînés dans tout ce que j'ai vécu au Canada, j'ai dit que c'est avec curiosité et puis surprise que j'ai découvert un document comme celui-là dans l'affaire me concernant au Canada. Le voici. Vous accusant de terrorisme? De terrorisme. J'ai découvert ce document à charge contre moi avec la signature du président Laurent Gbagbo qui témoigne contre moi. Vous voyez comment c'est curieux de voir une telle scène. Alors, je ne peux pas comprendre que le président qui a été président de tous les Ivoiriens, le père de la nation de tous les Ivoiriens, aille accepter que sa signature soit posée sur un document dans une affaire aussi minable comme celle qui s'est déroulée au Canada. Du coup, je me retrouvais devant deux situations. Ou bien, j'accepte que cette signature est authentique et donc Gbagbo Laurent a témoigné contre moi. Ou bien, je trouve que celui qui a envoyé cette preuve pour la reverser au dossier a dû falsifier une signature pour la déposer. Je crois que pour minimiser les dégâts, j'ai dû considérer donc que cette signature est fausse parce que Gbagbo Laurent ne peut pas signer un témoignage contre moi. Pour l'histoire, quand j'étais au Ghana, dans les 2 semaines après le 11 avril, j'ai été contacté par le procureur Fatou Bensouda pour aller témoigner à la CPI, à charge contre le président Gbagbo. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai dû quitter le Ghana pour aller plus loin dans ma course vers le Sénégal, ensuite au Canada, pour ne même plus retrouver mes traces pour m'impliquer dans cette affaire. Mais je ne peux qu'être surpris de voir la signature de ce président sur un de mes documents. Et comme je sais que ce n'est pas lui qui a signé, c'est pour cela que ceux qui ont apporté cette lettre, j'ai dit que c'est des faussaires. Et pendant que j'étais dans cette difficulté, vous savez ce que l'État de Côte d'Ivoire a fait? Dites-nous. Il y a eu l'intervention de certaines hautes autorités de ce pays qui n'ont pas accepté qu'un Ivoirien croupisse en prison à Hippo Martial. Et moi, dans cette affaire, il y a eu Soro Guillaume, président de l'Assemblée nationale, qui de passage au Canada est intervenu. C'est vrai que l'affaire n'a pas été résolue sur le champ, mais le dernier passage, je crois une semaine après, du ministre Kone Bruno Nagabé, porte-parole du gouvernement, a fini par nous sortir de la difficulté et a calmé pour un bon moment cette procédure. Vous voyez que ces personnes, je ne peux que leur dire merci. À chaque fois que le nom apparaît devant moi, parce que celui qui t'a sorti de la difficulté, tout ce qu'on peut dire à son endroit, c'est merci. Merci, évidemment. Ouais. Vous êtes candidat
à l'élection du président du conseil régional du Haut-Sassandra. Oui. C'est un poste très convoité par des dinosaures politiques, j'ai envie de dire, par l'actuel ministre de la promotion de la jeunesse, du service civique, Mamadou Touré, porte-parole adjoint du gouvernement, porte-parole adjoint du parti au pouvoir. Également, ce n'est pas encore officiel, mais on a l'impression que votre ex-mentor, Stéphane Kipré, est intéressé par le poste de président du conseil régional du Haut-Sassandra. Est-ce que vous venez à cette élection pour jouer les troupes faites? D'abord, ce n'est même pas mon ex-mentor, c'est mon ex-ami, c'est mon ami. Nous étions collaborateurs, il n'y avait pas de relation de mentor à subalterne. Nous étions amis, j'étais son conseiller spécial qui a dit non, on ne fait pas ça, on fait ceci. Et j'avoue que j'ai des adversaires, comme vous le dites, de grandes dimensions, de grande taille, notamment au niveau du ministre Touré. Est-ce que vous réalisez que vos chances sont minimes? Elles ne sont pas, vous vous dites elles ne sont pas du tout minimes. Je peux remporter l'élection. Elles ne sont pas du tout minimes. Mes chances sont exactes parce que depuis longtemps, j'ai gardé cette communion avec mes parents dans le Haut-Sassandra qui me connaissent parfaitement, qui savent de quoi je suis capable, qui savent jusqu'à où je peux aller, qui savent que je connais les problèmes réels de cette région et je suis prêt à apporter le remède efficace pour la thérapie. C'est quoi le remède efficace pour la thérapie dans le Haut-Sassandra? Dans le Haut-Sassandra, aujourd'hui, le Haut-Sassandra est la région où l'immigration clandestine, le taux d'immigration clandestine est le plus élevé. 100% Abidjan, 6% Haut-Sassandra et puis les autres viennent après. Ok, d'accord. Mais avec déjà ce taux, nous pouvons mettre en place certaines structures pour quand même retenir ces jeunes sur place à travers quand même l'investissement dans le capital physique. Moi, en tant qu'ingénieur en électricité, regardez un peu, un petit élément, un petit exemple. Dites-nous. La Côte d'Ivoire est le premier producteur de cacao au plan mondial. Et Daloa est la deuxième région de production de cacao, et premier dans le vivrier. Comment comprenez-vous que les cabosses de cacao, quand on a fini d'extraire le cacao, les cabosses, on les jette, et même le paysan, pour faire enlever ces cabosses du champ, est obligé de payer 5 francs le kilogramme. Pour qu'on les enlève pour aller les mettre dans un centre d'enfouissement ou bien pour aller les brûler. Mais ça, c'est de la biomasse. Est-ce qu'on ne peut pas mettre en place, avec au moins 500 000 tonnes, produits avec ces box de cacao, produire de la biomasse et puis produire de l'énergie à base de biomasse, pour participer à l'autosuffisance énergétique que la Côte d'Ivoire recherche? Voici des plans innovateurs que nous sommes en train de penser, et puis pour créer même l'emploi. Vous êtes en train de penser l'élection, c'est dans 5 mois, hein? Oui, mais écoutez, nous avons ces plans, et nous avons des partenaires à l'extérieur à la faveur de de ce que nous avons fait à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Nous avons des partenaires prêts à nous accompagner dans tous ces projets. C'est pour cela que nous disons que nous avons des remèdes pour nos parents dans le Haut-Sassandra. Vous voyez un peu le vivrier. La région de Dawa produit, c'est la région nourricière de toute la Côte d'Ivoire. Mais comment nous faisons pour moins que mettre des micro-industries, pour que déjà les produits soient déjà... Quand elles quittent les champs, qu'elles soient directement dans les supermarchés, pour que les braves femmes qui cultivent ces vivriers-là vivent décemment de leurs revenus. Ça, c'est des projets d'investissement dans lesquels des centres de micro-transformation peuvent être mis en place, et puis des emballages, et puis ça va directement au supermarché. C'est encore plus rentable. Alors nous pensons à tout ça et nous comptons apporter notre contribution dans le développement de cette région. C'est pour cela que ma candidature n'est pas politique. Le poste de conseiller régional, c'est le poste de développement où tout acteur, ou même dans un conseil régional, on peut trouver plusieurs tendances politiques. Mais brigué par des partis politiques aussi. Mais c'est maintenant que c'est devenu politique. Sinon, ailleurs, on ne parle pas trop de politique, on parle d'acteurs au développement. Et c'est pour cela que l'ADN n'est pas parti politique, mais peut quand même penser à apporter sa contribution dans cette région. Si l'ADN devrait s'allier, ou puisque ce n'est pas un parti politique, comme vous le dites, si vous devriez vous allier à l'un des deux candidats, parce qu'estimant que vos programmes concordent et que l'un des candidats a plus de force que vous, ce serait lequel? Stéphane Kipré ou Touré Mamadou? Mais je vais leur demander de s'allier à moi, parce que qu'est-ce qui prouve que c'est moi qui aurais besoin d'aller vers eux? Il paraît qu'en politique, c'est le terrain qui détermine la force des uns et des autres. C'est le terrain qui détermine la force des uns et des autres. Donc si vous réalisez, par exemple, que l'un ou l'autre a plus d'entrain, d'engouement sur le terrain, vous pourriez vous rallier à l'un des deux ou pas du tout? Ils vont se rallier à moi. C'est moi qui aurai plus d'engouement sur le terrain. Et ça, je vous le conjure. Très bien, on le note. Serge Kofi, quand vous lancez l'ADN, l'Alliance for l'Ivoirien Nouveau, vous dites plus loin que c'est un axe de la vision de l'actuel chef de l'État, Alassane Ouattara. Beaucoup se disent, finalement, Serge Kofi a tourné la veste pour se rapprocher du RHDP,
il envoie des signaux pour que le parti au pouvoir l'accepte dans sa grande famille. Est-ce que cette lecture est exacte? Déjà, ça me fait rire. Mais je vous informe que le secrétaire exécutif actuellement du RHDP, le ministre Cissé Bakongo, a toujours été pour moi comme un père. Depuis même que j'étais à la tête de la FESI, et lui, ministre de l'Enseignement supérieur. Alors, parler au RHDP, ça n'implique, monsieur le ministre, le secrétaire exécutif, je veux une carte pour venir. Ça se fait aussi facilement. Voici pourquoi ça me fait rire, justement. J'ai vraiment de bonnes amitiés. Ça se fait aussi facilement, mais peut-être que vous voulez avancer masqué. Mais pas du tout, parce que ça fait peur à qui? Je n'ai jamais eu carte d'un parti politique, ni de l'UNG, ni du FPI, ni de... Aucun parti. Je n'ai jamais eu de carte de militant d'un parti politique. Donc je suis libre d'aller militer dans le parti politique de mon choix. Voyez-vous. Et ce qui va vous surprendre, c'est que le président Alassane Ouattara, je ne l'ai jamais vu de visu. Ce n'est qu'à la télévision que je l'ai vu, depuis mes années FESI. Justement, cette initiative vise à le voir de visu, peut-être. Ça veut dire que c'est quelqu'un même que je ne connais même pas et que je n'ai jamais voté, mais qui m'a imposé le respect par son travail qu'il fait. C'est tout. Voici ce que je retiens de ce pays qui est en chantier et qui me fascine énormément. Beaucoup pourraient être surpris de ce discours dans la mesure où, par le passé, vous avez été très dur contre Alassane Ouattara. C'est clair. Donc on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais du jour au lendemain, d'un moment à un autre, finalement, Serge Kofi vient à la télévision vanter les mérites de l'actuel président de la Côte d'Ivoire. Vous savez que vous pouvez ne pas aimer quelqu'un, mais il peut vous imposer de le respecter par son travail. Vous êtes d'accord avec moi? C'est ce que le président Alassane Ouattara a réussi à faire. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour ce monsieur. Donc je ne suis pas en train de faire du lobbying pour aller dans un parti politique. Parce que la voie pour arriver à ce parti, à tout parti politique, est grande. Et puis c'est Serge Kofi quand même. C'est sur le coup de remettre, mais quel parti ne m'ouvrirait pas ses portes? Sans même toquer, passer seulement devant la porte sera ouverte. Mais ce n'est même pas de ça qu'il s'agit. Je vais être libre dans ma manière de penser, je vais critiquer quand ça ne va pas et saluer quand ça va. Le concept de l'Ivoirien nouveau a été prôné par le président de la République. Mais c'est un concept séduisant, il venait de tout dire, même bibliquement. Je crois qu'ils ont demandé à Nicodème de renaître de nouveau avant d'entrer dans le royaume des cieux. Renaître de nouveau, ça ne veut pas dire qu'il faut partir dans le sein de ta mère pour revenir. Hein. Ça veut dire change ta façon de concevoir les choses pour que je trouve le royaume des cieux. Et c'est à ce changement-là que nous appelons les Ivoiriens, pour que cette Côte d'Ivoire, qui est l'Eldorado de l'Afrique de l'Ouest, soit l'Eldorado de toute l'Afrique. C'est possible parce que nous avons les ressources nécessaires et les compétences nécessaires pour ça. Voici pourquoi nous avons mis en place l'ADN. Mais dire que nous sommes en train de chercher à séduire, c'est loin de là. Nous avons notre vision et nous voulons faire prévaloir notre vision. C'est pour cela que nous cherchons les militants de tous les partis politiques. Et donc le discours ne doit pas être orienté. Le discours, il est assez clair. Serge Kofi, 2025 approche à grands pas. Nous sommes en 2023. Les élections locales constitueront des élections de mi-mandat. 2025, il y a beaucoup de questions, évidemment. Vous imaginez où je vais en venir. Est-ce que vous vous attendez, comme beaucoup d'Ivoiriens, à une nouvelle affiche, un remake de 2010, ou vous êtes de ceux qui pensent qu'on aura une nouvelle génération pour compétir à la faveur de cette présidentielle qui pointe à l'horizon? Vous savez, l'histoire a de la mémoire. Et c'est dans l'esprit des hommes que se loge la mémoire de l'histoire. Ceux qui occultent ce pan de notre histoire n'ont pas de cœur. Et ceux qui décident de rééditer ce qui s'est passé en 2010 n'ont pas non plus de tête. Chacun doit de temps en temps regarder dans son rétroviseur qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là. C'est pour cela que ces discours enflammés qu'on entend, nous, on vient en arrière pour dire non, c'est plutôt ce discours-là qui doit prévaloir. Mais comme la politique est tellement caporalisée et cristallisée que quand tu ne dis pas ce que les gens veulent entendre, eh bien, on dit que non, on te taxe de tout. Mais nous n'allons même pas baisser les bras. 2025, il n'y aura rien. Parce qu'on travaille pour ça. À chaque fois qu'il y aura des discours trop durs tenus, on va dire que non, la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de ça. Nous qui avons fait un peu l'extérieur, demander asile, tout, quand tu vas demander l'asile, on te coûte royalement, tu finis d'exposer ton pays afin d'avoir ce sésame-là d'exil. Mais je vous assure qu'après, c'est ce que toi-même tu as dit, on prend pour se moquer de toi, mais que toi tu es un broussard, tu viens d'où toi?
Et quand tu sors de là et que tu te rends compte que tu as un seul pays, qu'il faut le préserver, ton discours est naturellement différent de ceux qui ne sont partis nulle part et qui sont là, qui pensent qu'il y aura un second tour. Il n'y aura pas de second tour. La guerre est terminée, elle est derrière nous. Ce qu'il faut pour bander les muscles, on peut mettre ça là pour construire ce pays. Et c'est ce que nous demandons. Et c'est pour cela que nous avons mis en place l'ADN, pour appeler tous les Ivoiriens qui pensent que la Côte d'Ivoire peut repartir à nouveau, la Côte d'Ivoire peut reprendre sa place dans le Conseil des Nations. Serge Kofi, Oui. à présent, vous allez répondre aux questions de nos internautes. Ce sera juste après ceci. La toute première question avec le concours de la réalisation nous dit Amalaman Christiane qui dit « Comment trouvez-vous la FESI actuellement ?» Vous en avez un peu parlé brièvement, mais c'est une question à laquelle il faut répondre. Mais la FESI actuellement, je la trouve sur le bon chemin de ramener la FESI à l'école, de ramener, d'apporter la calmie dans les universités, de contribuer à l'essor d'un élève, d'un étudiant nouveau. Et c'est pour ça que je salue toujours les initiatives de la direction actuelle de la FESI. Elle se bat au mieux et avec beaucoup de détermination. Très bien, prochaine question. La prochaine question nous dit « Que pensez-vous des mouvements syndicaux dans les collèges et lycées alors qu'on sait tous qu'ils sont mineurs ?» Salimata Dosso. Mais c'est bien entendu à l'école qu'on apprend les vertus associatives. C'est à l'école, à l'université qu'on apprend à diriger. C'est à l'école, à l'université, on apprend à se mettre en association. Et ils sont mineurs, mais je ne crois pas aussi qu'ils soient aussi petits au point de ne pas savoir ce qu'ils veulent. Et c'est pour cela même que des séances de formation syndicale, il y a un secrétariat à la formation idéologique, à la formation syndicale dans tous les bureaux de la FESI. Ils sont formés pour être aptes à comprendre que ce qui passe devant, c'est d'abord leur formation, c'est d'abord leur apprentissage. C'est ce qui peut les hisser à la place qu'ils méritent dans l'avenir. Et ça se fait très bien. Très bien, prochaine question. Vous avez été très virulent contre Alassane Ouattara pendant la crise. Quelle crédibilité après ce revirement? Question de Yapo Edvar. Ben, il y a un moment pour toute chose. Pendant la guerre, il y a des attitudes qui vont avec la guerre. Pendant la paix, il y a des attitudes aussi qui vont avec la paix. Pendant les années de guerre, j'étais opposé à la guerre. J'étais opposé à l'opposition, puisque on pensait d'une manière ou d'une autre qu'il y avait la main de l'opposition qui soutenait cette guerre. Alors on était opposés. Avec du recul, vous le pensez toujours ou pas? Mais avec le recul, la guerre est derrière nous. La guerre est derrière nous aujourd'hui et puis on parle de comment reconstruire le pays. Vous voyez, si on passe tout le temps à remuer le couteau dans les effets de la guerre, ça fait sortir souvent certaines douleurs que pourtant on veut taire. Et c'est pour cela que nous avons pour slogan « Je pardonne et je demande pardon ». De part et d'autre, il y a eu des coups qui ont été donnés. Et c'est vrai, nous avons été très virulents envers le président Alassane Ouattara, alors opposant. Mais aujourd'hui, il est le président de la République de Côte d'Ivoire. Mais quand on est virulent, au lieu de lui faire des propositions constructives, qu'on veuille, qu'on ne veuille pas, c'est lui le président de la République. Mais à quoi ça va servir d'aller insulter quelqu'un qui veut travailler pour la reconstruction du pays? On ne l'a pas accepté. Moi, je n'ai jamais été militant du Front populaire ivoirien, ça je vous l'ai dit. Mais on n'a jamais accepté que le président d'alors, le président Gbagbo, soit traité d'une manière ou d'une autre. Pourquoi allons-nous aujourd'hui traiter le président Alassane Ouattara de ce que nous avons refusé pour le président Laurent Gbagbo? Mais non. Et je vous dis que ce qui s'est passé en 2010, ou bien pendant les années de guerre, depuis 2002, et ma position assez quand même rigide, si les causes sont en train de se réunir, mais si les mêmes conséquences arrivent, j'aurai la même posture pour défendre les institutions de la République et de ceux qui les incarnent, notamment le président Alassane Ouattara. Je vais défendre de cette même manière, avec la même énergie, avec la même détermination. Mais peut-être c'est les méthodes qui vont changer si la guerre n'est pas la même. Mais il aura la même détermination. Très bien. Oui. La prochaine question. Zahabi qui dit quels sont vos rapports avec les populations de Gonaté actuellement? Vous êtes issu de Gonaté? Vous êtes originaire de Gonaté? Tout à fait. Très je bien. suis fils natif de Gonaté. Très bien. Et je suis l'idole de mes parents, bien entendu. Mes parents même, et je les aime aussi. Alors je leur fais un gros Là, coucou. vous vous auto-célébrez. Oui, mais c'est cela. Et je suis le fils de Gonaté. Mes parents même, je les aime. Très bien. Et je leur fais un gros coucou. Très bien. Dernière question.
La toute dernière question d'internaute nous vient de Edith Kipré qui dit « Avez-vous cherché à rencontrer le président Laurent Gbagbo après avoir constaté qu'il a témoigné contre vous ?» C'est une question pertinente. Voyez, le président Gbagbo, c'est pour cela que d'abord, mon éducation ne me permet même pas de parler de lui, parce que ça a d'abord été un ancien président. Et il a l'âge d'un père, de mon père. Et mon éducation ne me permet même pas de parler d'un ancien président, de parler de quelqu'un qui vaut l'âge de mon père. C'est pour cela que je ne l'incrimine dans rien. Rien, rien, rien. J'ai coupé court pour dire que cette signature qui témoigne contre moi est une fausse signature faite par le faussaire qui a porté la lettre. Je n'accuse Gbagbo de rien, parce que je sais qu'il est victime de son entourage assez excessif. Il a un entourage excessif autour, qui pourrait fabriquer tout ça pour impliquer le président Gbagbo dans des petites affaires comme celle-là. Dans quel intérêt? Mais parce qu'ils sont dans la guerre des héritiers, c'est nous qui sommes autour, il faut chasser tout le monde. Mais alors que nous, on ne se bat pas pour héritage politique, nous, on n'hérite pas politiquement, on se construit politiquement. Vous voyez notre posture. Alors, je suis allé à la Cour pénale internationale, à la CPI, pour chercher à croiser le président Laurent Gbagbo. Je crois que j'avais une audience pour le vendredi. Et je suis arrivé déjà à Bruxelles, à l'entrée même de Den Haag, lorsqu'on me dit que non, l'audience est annulée. Mais le samedi, j'avais une autre audience avec le ministre Charles Blé Goudé. Et je suis allé à l'audience du samedi, mais je n'ai pas vu le président Gbagbo. Mais c'était quand même pour attirer son attention sur certains éléments. Mais je ne sais pas pourquoi l'audience a été annulée jusqu'aujourd'hui. Mais je suis arrivé en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas eu cette chance-là de pouvoir... Je n'ai ni introduit une audience, je n'ai ni rien... Mais ceux qui ont introduit l'audience-là, est-ce qu'ils ont été... C'est le même entourage excessif qui est là. Mais quand on écarte les gens, mais c'est pour ne pas qu'une vérité triomphe. Mais quand on ne veut pas qu'on dise les informations qu'on doit dire aux concernés, mais c'est sur les plateaux de télé qu'on va dire ces informations. Serge Kofi, oui. Dernière question, avant de vous laisser partir. Que signifie Srokou Trémé Trémé? Srokou, c'est un nom polysémique. Srokou peut vouloir dire lion dans une ethnie en Côte d'Ivoire. Srokou peut aussi vouloir dire lienne. N'oubliez pas que l'hyène, c'est l'un des animaux les plus intelligents de la forêt. Il ne chasse pas, mais il mange toujours bien, et puis il a toujours du gibier. Et Trémé Trémé, c'est un peu du malinqué. Il y a Trémé en bas, Trémé Trémé. Il y a le djourou là. En bas, Trémé Trémé. C'est un marchandé un peu, l'hyène qui marchande un peu, c'est un nom polysémique. Et puis il est difficile. C'est à l'université qu'on me l'a donné. Et puis, j'ai vu que c'est parti dans tous les sens. C'est une obligation pour tous les secrétaires généraux de la FESI d'avoir un surnom comme ça? Mais... Comme Ala Sinclair Makelele. Le sobriquet qu'on te donne, généralement, ce n'est même pas toi-même qui te le donne. Mais c'est un sobriquet qui te caractérise. Et moi, ils m'ont donné Srokou Trémé Trémé, qui voudrait dire le lion qui fait trembler la forêt. C'est comme ça qu'ils l'ont interprété. Eh bien, j'ai vu que c'est un nom, partout on le prononce, mais les gens éclatent de rire, ça attire la curiosité. Mais j'ai compris que ce nom commercial, politiquement, était correct. Serge Kofi, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir répondu à toutes mes questions sans réserve? Oui, sans réserve, j'ai répondu à vos questions. Et de la manière, selon moi, la plus courtoise possible. Et je vous remercie de m'avoir invité. Et s'il y a d'autres choses qui n'ont pas été dites, mais à la prochaine rencontre, elles seront dites. On aura certainement d'autres occasions. En tout cas, merci d'être venu sur le plateau de Sans Réserve. Je vous en prie. Merci à vous, chers téléspectateurs et internautes, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro. Rendez-vous jeudi prochain. Excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.